Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition du Rewind, votre émission préférée de sonvideo.com. Aujourd'hui, on va parler d'une chanteuse qui a beaucoup compté dans l'histoire de la chanson française et ça ne date pas d'hier. On va parler de France Gall et pour en parler, qui de mieux que Yves Bigot, journaliste émérite qu'on connaît depuis très longtemps. Tu as bossé à Rolling Stone, Libération, dirigé des chaînes de télé, fait plein de choses, écrit des livres aussi, notamment un livre sur Michel Berger. Qui est une des références sur le sujet. Et France Gall, donc. Et France Gall, donc. Donc, 5 albums de France Gall avec Yves Bigot, c'est sur le Rewind et c'est maintenant. Et on démarre donc avec le premier album de cette sélection de 5, l'album éponyme ou homonyme, c'est comme on veut, France Gall, donc sorti en 76. Alors c'est le 8e album studio, mais quelque part c'est un peu son premier vrai album, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, c'est exactement ça, Olivier, parce que c'est son premier album composé par Michel Berger. Elle a déjà 12 ans de carrière, effectivement, mais c'est Michel qui va véritablement lui donner son personnage. D'ailleurs, il suffit de regarder la pochette. Il va totalement la relooker. Elle n'est plus du tout à la télévision en nuisette transparente ou avec des jupes rouges, etc. Là, elle est en sportswear, en salopette, pas maquillée. C'est-à-dire, c'est la France Gall, la fille naturelle, sportive, cool, la copine des années 70. Le message, c'est « je ne suis plus la poupée de cire des débuts ». Exactement, il y a la poupée de son, mais je deviens une artiste avec un choix artistique très très clair, c'est-à-dire que Michel a su prendre ses qualités principales, c'est-à-dire son vibrato naturel, son swing, et puis sa vivacité, et lui a écrit un répertoire très rythmique, avec du groove, avec ses harmonies riches et ses mélodies aussi, mais qui vont véritablement définir le personnage de France Gall tel qu'on va la connaître jusqu'à la fin de sa carrière. Et notamment, alors avec des chansons, parce qu'il faut des tubes, hein, Comment lui dire, Samba Mambo, mais surtout des petites ballades, souvent des chansons lentes, juste avec du piano, la guitare de Claude Angèle, etc. Et là, qui sont des chansons, alors d'abord qui définissent son nouveau personnage, qui dit véritablement qui elle est, version Michel Berger, et surtout qui va faire d'elle la meilleure amie de toutes les adolescentes françaises des années 70. Donc c'est des morceaux comme « Ce soir je ne dors pas » ou « Je saurais être ton ami ». Tu sais, je sais être une amie et je les reconnais tous. C'est des morceaux extrêmement intimes. Ça ressemble en fait un peu au rock de Laurel Canyon, de folk rock de Laurel Canyon de ces années-là, hein. Jackson Browne, les Eagles, J.D. Souther, Linda Ronstadt, etc. C'est-à-dire, ça raconte la vie personnelle, les rêves des adolescentes, leurs émois amoureux, et puis elles se cherchent, mais voilà, elles sont solidaires, un peu des petites filles Disney, mais adapté à la France et au milieu des années 70. Oui, ce qui change beaucoup de son image de l'époque, parce que moi j'ai encore gardé ce 45 tours de quand j'étais tout petit, la France Gall et ses amis, et ses petits amis, et puis c'est vrai qu'on se souvient tous de Sacré Charlemagne, des sucettes, gros scandale a posteriori, apparemment elle a dit dans des interviews qu'elle était pas au courant du double sens. Mais... C'est toujours ce qu'elle a dit, bon après il y a des témoignages, elle vivait avec Claude François, hein, donc on peut imaginer quand même qu'elle avait été... expérimenté, comme dirait Jimi Hendrix. Oui, d'ailleurs, Claude François, dans l'histoire avec France Gall, a été un peu houleuse. Quand elle a gagné l'Eurovision, ça ne l'avait pas trop plu, je crois. Oui, bien sûr, on le voit d'ailleurs rejouer dans le biopic Clo-Clo. Hein. Donc, non seulement il l'insulte au téléphone en lui disant « tu as chanté faux », il est jaloux, en fait, parce qu'elle est avec Gainsbourg, et elle a gagné avec Gainsbourg, et pas avec lui. Et quand elle revient, elle vient sonner à leur appartement, et il ne lui ouvre pas. Et il la laisse passer la nuit sur le paillasson. C'était pas un mec sympa. Mais Sacré Charlemagne, Michel Berger haïssait cette chanson. Et quand France l'a approché la première fois en lui disant « Je viens d'écouter à la radio les chansons de votre premier album, c'est merveilleux, c'est exactement ça, la musique que je veux faire, il faut que vous écriviez pour moi ». Et lui, il dit « Ah non, la fille qui chante Sacré Charlemagne, vraiment, je peux pas ». Et elle aussi, d'ailleurs, plus tard, mais alors est-ce que c'est parce que Michel aimait pas, a dit que c'était la chanson qu'elle détestait aussi. Voilà, le premier de ce Rewind, c'est l'album éponyme France Gall, sorti en 76.
Toujours avec Yves Bigot pour ce Rewind spécial France Gall. Alors on est en 1977, un an après l'album France Gall. C'est l'année du punk, enfin pas pour tout le monde, c'est aussi l'année du disco pour beaucoup de gens. Et en l'occurrence, le choix de France a été quand même un peu moins électrique avec 2 accords, avec Dancing Disco, donc un titre qui semble annoncer des promesses tenues. Tenues, mais un peu exagérées, parce qu'en fait c'est plus du funk light que du disco avec le gros Michel Berger était trop fin pour ça. Hein. Donc c'est un peu inspiré par Chic. En fait, ils sont allés en voyage de noces aux États-Unis. Et à San Francisco, ils ont découvert la première méga discothèque géante où effectivement les gens, à la fièvre du samedi soir, ils venaient danser pendant tout le week-end comme des dingues. Et donc Michel va lui écrire des chansons comme ça, et surtout, alors un morceau très emblématique de sa carrière, son premier numéro 1, Musique. Un morceau qui s'appelle Musique, et dans lequel vraiment elle excelle. Musique, que chacun se mette à chanter et que chacun se laisse emporter. Là, elle montre toutes ses capacités rythmiques. C'est sans doute, avec Véronique Sanson, techniquement de loin la meilleure chanteuse française. Elle avait chanté du jazz, hein, d'ailleurs, quand elle était plus jeune, du vrai jazz, hein, aussi bien que Nougaro. Ça ressemblait pas à Sacré Charlemagne, hein, évidemment. Mais donc, Musique, c'est un morceau absolument formidable, rythmiquement, et écoutez, à la fin, dans l'ad-lib, la manière dont elle scatte, dont elle chante avec elle-même en re-recording, etc., c'est absolument exceptionnel. Ça va être son premier énorme tube et numéro 1 de la période Michel Berger. Puis comme toujours, il y a toujours les jolies ballades de Michel Berger qui disent tellement d'elle, qui sont essentielles à la construction de son personnage. En fait, Le meilleur de soi-même, une chanson absolument magnifique. Et puis une autre qui est devenue un de ses classiques, Si Maman Si, qui est un peu son Let It Be à elle, mais qui est aussi une chanson perverse dans le sens où, dans le répertoire de Michel Berger lui-même, mais souvent dans le répertoire de France Gall, il chronique sa propre vie amoureuse à lui. Et en fait, dans Si Maman Si, il laisse entendre en fait qu'il se languit de Véronique Sanson, qu'il a quitté pour partir aux États-Unis épouser Stephen Stills. Si maman si, si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'elle est reconnue? Parce que c'est vrai qu'elle a eu tellement de succès dans sa première carrière quand c'était, j'allais dire une petite fille, en tout cas une très jeune fille. Avec chanteuse yéyé, voilà, et puis les chansons sucrées, très agréables, Teeny Weeny Boppy, tout ça. Bien sûr, des bebop. Est-ce qu'elle réussit à devenir crédible à ce moment-là? Est-ce que le public, j'entends plus la critique, la reconnaît comme une grande chanteuse, ou est-ce que c'est encore un petit peu le souvenir de cette adolescente Je dirais que le succès, en fait, remporte tout. Parce qu'elle devient à ce moment-là la chanteuse française numéro 1, à partir de musique et de... Oui, l'album est platine, je crois. L'album Dancing Disco, c'est un gros succès. Donc, à partir de là, on va dire, elle sort du monde de la critique, parce qu'elle est dans le grand public, mais elle fait partie, et puis parce que la connexion Michel Berger, elle fait partie des quelques artistes dites de variété qui sont respectés par tout le monde. Oui, ce qui n'était pas le cas dans Goldman plus tard, par exemple. Où là, non, rien à voir. Là, il y avait gros conflit. Alors, Michel Berger, il a vécu, hein, avant Jean-Jacques Goldman, dont il était par ailleurs le modèle et l'idole, le même conflit, mais il a mieux su le gérer, je pense. Peut-être parce que c'était sa nature, en fait. Mais il a vécu, moi j'en ai beaucoup discuté avec lui, cette dichotomie où il voulait qu'on reconnaisse qu'en fait, il jouait avec les meilleurs musiciens américains, il avait enregistré avec tous les musiciens de Toto, avec tous les meilleurs musiciens et new-yorkais et californiens. Et il disait, mais je ne comprends pas pourquoi les rock critiques considèrent que je fais de la variété, alors que je joue avec les musiciens qu'ils admirent. Ah oui, mais ça, c'est toujours le vieux débat français. Voilà. On n'en sort pas. Mais ce qui est étonnant, c'est finalement France Gall, le rapport qu'elle a avec Michael Jackson, c'est que c'est quelqu'un qui a du succès
enfant ou en tout cas très jeune et qui va réussir à le garder, voire à l'augmenter en devenant adulte avec un autre style musical, une autre direction de carrière. C'est-à-dire, elle devient une véritable artiste, avec un propos, avec un personnage, avec une direction. Et le succès de l'album Dancing Disco va d'ailleurs lui permettre de refaire de la scène, mais de faire de la scène de manière artistique et plus les plateaux yéyé de télé ou sur la plage, ou etc., comme c'était le cas quand elle était la chanteuse yéyé numéro 4, après Sylvie Vartan, Sheila et Françoise Hardy. Voilà. Fini Daniel Gilbert à 12h30. Bienvenue sur les grandes scènes. C'était le deuxième Rewind, donc Dancing Disco, France Gall toujours. Rewind de 3, on fait un bond de 4 ans dans le temps, on est en 1981, tout pour la musique. Alors là, pareil, gros succès aussi. Est-ce qu'on est dans la même lignée que Dancing Disco ou est-ce qu'il y a une petite évolution du team Berger-Gall Non, ça s'affine, et puis parce qu'entre-temps, il y a eu l'album Paris-France, qui est l'album avec, il jouait du piano debout, qui était donc dédié à Jerry Lee Lewis et non pas à Elton John comme souvent on le croit, mais toutefois, Elton John qui passait son été 1980 sur la Côte d'Azur, entre le Negresco à Nice, où il habitait, et les boîtes de nuit de Saint-Tropez, entendait sur le chemin, toute la journée à la radio, la groupie du pianiste par Michel Berger, et il jouait du piano debout par France Gall. Et donc il dit, je veux absolument travailler avec ces gens. Il va d'ailleurs demander à Michel d'écrire 2 chansons, avec un peu de Bernie Taupin pour la partie de paroles en anglais, et à France de chanter en duo avec lui. Donc, quand arrive Tout pour la musique, en 1981, c'est fort déjà de ce succès, puis de cette reconnaissance internationale via Elton John. Oui, parce que les critiques ne l'avaient pas forcément donné pleinement, là, les musiciens américains l'adoubent, enfin anglais en l'occurrence avec Elton John. Oui, mais là, ils enregistrent à Los Angeles avec le touring band d'Elton, etc. Et puis Elton dit à Michel, mais non, t'es très bien au piano. Il dit à France que c'est sa chanteuse préférée. Enfin, il voulait d'ailleurs partir, mais elle était enceinte, donc ça n'a pas été possible. Il voulait faire un album entier en duo avec elle et partir en tournée après avec elle. Alors ça n'a pas pu se faire, malheureusement, à cause des circonstances. Mais donc, Tout pour la musique, ça arrive déjà après ce succès et cette reconnaissance d'une part. Et d'autre part, ça arrive aussi après l'élection de François Mitterrand. Et donc, la chanson Résiste, montre que tu existes, ben c'est un peu l'hymne de la victoire de la gauche aux élections et d'arriver au pouvoir. 3 essais pour y arriver pour Mitterrand. C'est vrai que c'était pas évident. Oui, et puis c'était la première fois depuis avant la Deuxième Guerre mondiale que la gauche arrivait au pouvoir en France. Donc du coup, ce morceau Résiste, c'est devenu un hymne absolu de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout. Elle l'a bien vécu, ça, parce qu'a priori, souvent les artistes, quand ils sont liés à la politique, à l'issue de leur plein gré ou quand ils le veulent, ça se passe pas toujours très bien. Non, alors Michel Berger était extrêmement engagé à gauche et auprès du Parti socialiste. Donc France, qui avait en 1974 soutenu Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs il y avait des photos d'elle avec le t-shirt Giscard à la barre sur sa poitrine, via Michel Berger, était devenue de gauche. Donc elle était évidemment, comme Michel, aux anges, et d'ailleurs ils ont très souvent, dans les années qui ont suivi, été conviés à un déjeuner à l'Élysée, où d'ailleurs il y a eu une représentation spéciale de Starmania à l'Élysée pour François Mitterrand et le prince Charles, notamment, lors de sa visite à Paris. Et donc, ils ont été beaucoup consultés, et Michel a été très, très consulté sur la création de la chaîne musicale, sur beaucoup de questions qui touchaient aux artistes, aux chanteurs, en tous les cas. Musicalement, là, on est toujours sur une influence américaine, Americana, country. Je dirais plus funk light de Los Angeles, toujours. C'est-à-dire, il y a du groove, ça swing, ça danse, c'est évidemment pas brutal,
mais il y a ce côté très musical avec des accords très riches. Alors notamment, il y a l'arrivée pour la première fois dans le groupe et qui accompagnera France sur scène d'un batteur anglais assez remarquable qui s'appelle Simon Phillips, qui jouait notamment dans le Jeff Beck Group et qui était aussi le batteur de Véronique Sanson. Donc vous voyez les il y a Sanson, France Gall, et Michel Berger, c'est inextricable. Et Diego libre dans sa tête. C'est une chanson que Michel avait écrite pour lui-même. Mais il l'a fait écouter à France, à Saint-Tropez, quand il venait de la composer. Et là, elle lui a dit non, non, pas question, c'est pour moi. Et Michel a cédé. Pourquoi? Ben parce que, comme il le disait, si je la chante moins, au mieux, je vais en vendre 100 000. Si c'est France, elle va en vendre des millions. Donc le message passe évidemment via elle, beaucoup plus que par moi. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque là encore, on est sur une certification platine qui, à l'époque, rappelons-le, c'était 400 000 exemplaires vendus et pas de streaming. Hein. Absolument. Sortie de pièce. Et la chanson Tout pour la musique, qui est là, après musique, un hymne à leur activité, était son 5e numéro 1. Voilà. France Gall toujours sur le Rewind, tout pour la musique. Le Rewind spécial France Gall, ça continue, on est en 1984. MTV existe depuis déjà 3 ans. Je ne sais pas si les sessions Unplugged sont déjà là, mais en tout cas, Débranché, c'est le titre de l'album que tu as choisi pour cette année-là, de France Gall. Voilà, et Débranche, donc c'est une chanson qui dit bien ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle pourrait s'appliquer en 2024, parce que c'est un peu la décroissance et puis surtout le lâcher-prise dont on parle tellement. Mais surtout, ce qui a changé, plus que les vidéos, même si effectivement il commence à y en avoir en France aussi, c'est la FM. Et donc la radio a changé. On n'a plus simplement Europe 1, RTL, France Inter, etc. Là maintenant, c'est Énergie. D'ailleurs, c'est Énergie qui a pris à RTL et à Europe 1 le sponsoring des tournées et des albums de France Gall. Donc on est dans un son qui... Alors, reste toujours un peu américain, plutôt côte ouest, mais avec l'apparition maintenant de synthé, de certaines boucles, etc. On est donc déjà un peu dans quelque chose d'autre. Et puis alors le gros événement de cet album, sur lequel il va y avoir pas moins de 4 tubes, c'est Cézanne Pain, qui va être le 3e single extrait de cet album des Branches. Parce que pour la première fois, on va s'intéresser, c'est-à-dire le monde de la culture, et plus simplement celui de la musique, de la chanson, ou du succès d'ailleurs, va s'intéresser d'un seul coup à France Gall et à Michel Berger. Parce que Cézanne Pain, c'est culturel. D'un seul coup, d'abord, c'est une belle chanson, avec de très belles paroles. Et là, d'un seul coup, France Gall, pour la première fois de sa vie, est invité par Jacques Chancel au Grand Échiquier. Des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne Pain. On les prend au sérieux. Et ils entrent dans un monde qui, évidemment, est le monde d'origine de Michel Berger. Pas du tout de France, dont le père était compositeur de la Mama pour Charles Aznavour. Mais Michel Berger est le fils du professeur Hamburger, triple académicien, inventeur de la néphrologie, sommité absolue. Et sa mère, la concertiste suisse Annette Haas, aussi, donc on est dans on est vraiment dans le monde de la culture. C'est des gens qui fréquentent Malraux, qui fréquentent... voilà. Oui, on n'est pas dans la chansonnette, quoi. Exactement. Donc Michel, enfin, revient dans le monde auquel il aspirait depuis toujours, même s'il aspire aussi. Il ne faut pas oublier que Michel, il avait quand même fait sa thèse sur la comparaison des 2 premiers albums de Jimi Hendrix Experience. Ah oui, effectivement. Donc il avait il adorait le rock, il avait une obsession pour ça. Mais bon, pas reconnu dans le monde du rock, quand même reconnu dans le monde de la haute culture, c'était pas mal. Pas mal du tout. Avec leur Hong Kong Star, Calypso, tu comprendras quand tu seras plus jeune, c'est marrant comme titre. Ouais. Inspiré par My Back Pages de Bob Dylan. But I was so much older then, I'm younger than that now. Voilà, Michel, il écoutait tout. Ouais. Il connaissait les Beatles, les Stones, Hendrix, Dylan, etc. Il connaissait tout ça par cœur. Deep Purple, il avait adoré l'album symphonique de Deep Purple en disant
mais c'est ce que je fais, mais personne n'en veut. Mais donc ils ont raison, bien sûr. Son À la petit- fois, son à la petit fois, côté je suis, Spinal Tap. à la fois, je suis jaloux parce qu'eux l'ont fait et puis ils ont du succès avec, alors que moi, ça fait des années que je veux faire ça, mais que je trouve personne pour, Ouais. voilà, pour me baquer là-dessus. Dommage qu'il soit plus là en cette époque où les versions symphoniques de plein d'artistes Ah oui. sont légion actuellement. En tout cas, c'était en 84, en avril, des branches, toujours France Gall et Michel Berger, bien sûr. Cinquième et dernier rewind consacré à France Gall, toujours avec Yves Bigot. Et cette fois-ci, on est en 87 et c'est donc la sortie de Babacar. Et là, je ne sais pas si on peut dire que c'est la chanson la plus connue de France Gall, mais en tout cas, c'est une qui est inspirée d'une histoire vraie et qui a été un tube immense. Énorme, et puis surtout parce que c'est un morceau qui est très lié à l'engagement de France et de Michel Berger, qui ont assisté, invités par RTL, avec Jean-Jacques Goldman et d'autres, à Live Aid, donc au stade de Wembley, et qui d'un seul coup ont été pris par voilà, cet élan humanitaire envers l'Afrique. Ils ont été, avec le journaliste Lionel Rodcage de Libération, les créateurs, les fondateurs, et avec Daniel Balavoine, de Action École, qui était donc le Band-Aid France. Et Babacar, ben, c'est dans un maquis au Sénégal. Un maquis, c'est un petit bar au bord de la route, dans lequel il s'arrête. Et d'un seul coup, il y a une mère qui a déjà beaucoup d'enfants qui veut donner son enfant, qui s'appelle Babacar, à France Gall en disant emmène-le parce que moi, j'ai pas de quoi le nourrir, j'ai pas de quoi l'élever, etc. Emmène-le en France, qu'il ait une vraie vie. Évidemment, France refuse en disant mais non, il faut qu'il soit avec toi, mais dit mais je vous aiderai, voilà, etc. Donc c'est extrêmement emblématique, non seulement de l'engagement de France et de Michel et de Daniel à ce moment-là, mais c'est emblématique d'une période. Oui, c'est toute aussi. une époque. Parce qu'on a appelé un peu péjorativement le charité business aussi, tout ce côté. C'est ça. On aide l'Afrique, on s'en Oui, en tous les cas, ou le rock humanitaire. Oui, voilà. Si on veut prendre une version plus noble, Ouais. on va dire, du qualificatif. Mais ils étaient vraiment tous les deux extrêmement impliqués là-dedans. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, Daniel Balavoine est mort. C'est aussi un des événements qui éclaire cet album Babacar, et notamment la chanson que Michel a écrite en mémoire de Daniel, qui s'appelle Évidemment, qui est une chanson absolument magnifique, encore une de ses chansons lentes. Évidemment, évidemment. Mais ce dont on se souvient effectivement beaucoup, c'est de Babacar, et On parle de jazz, là, bien sûr. parce que là, France, elle revient. Alors c'est marrant parce que d'ailleurs, là, c'est pas du jazz. Les paroles parlent de jazz, mais la musique, c'est du gros son. C'est du gros son américain. Alors pourtant enregistré avec des musiciens français dans un château à côté de Milan. Mais voilà, ça c'est le Michel Berger qui d'ailleurs envisage de partir aux États-Unis, et donc il travaille déjà là, voilà, sur le gros son parce qu'il a compris que c'est ce qu'il fallait s'il il voulait aller là-bas. Et puis là, mais pour France, c'est d'une certaine façon la boucle qui est bouclée, c'est-à-dire qu'enfin, elle chante non pas du jazz, mais elle chante le jazz et son admiration. Et d'ailleurs, elle disait à cette époque-là qu'elle serait encore capable de chanter tous les morceaux des Swingle Singers avec les arrangements de Quincy Jones et de faire toutes les voix différentes, etc. Tellement, en fait, c'est ça son identité de départ de chanteuse. Et alors, là, ça a été un tube européen énorme, très bien classé au Royaume-Uni et en Irlande, numéro 1 en Allemagne, numéro 1 en Autriche, en Scandinavie, etc. C'est en réalité le plus gros succès de sa carrière. Et alors, avec un vidéoclip dans lequel on voit beaucoup de chanteurs, de chanteuses, d'athlètes aussi d'ailleurs afro-américains. Et comme elle est numéro 1 dans une grande partie de l'Europe, MTV joue en boucle le clip de Ella. Et c'est ça qui va donner l'idée à U2 de faire le clip de Angel of Harlem et même d'écrire la chanson Angel of Harlem parce qu'ils ont été inspirés en voyant le clip de Ella.
Et ben voilà, donc Paris influence les States et les States influencent le monde, comme dirait Médine. En tout cas, c'était le. Alors, et après, il y a eu une longue période de sans France Gall aussi. Elle a pas mal disparu des radars sur la. Alors, c'est le plus gros succès de sa carrière, hein, cet album, avec 5 tubes. Il y a la chanson d'Azima, il y a voilà, vraiment un succès faramineux. Une tournée incroyable des Zéniths aussi, très très longue tournée, mise en scène magnifique, hein, comme voilà, une soirée dans un village africain, avec d'ailleurs une très belle séquence mise en scène par Michel Berger, avec un pont, etc. Visuellement, c'était magnifique. Et une séquence très émouvante où chacun de ces musiciens se succédait au piano et jouait une de ses ballades. Et France, à chaque fois, venait rejoindre le musicien, c'est-à-dire même le batteur, hein, tout le monde jouait le truc au piano, c'était extrêmement réussi. Et en plus, il y avait les tambours de Doudou Ndiaye-Rose, le Sénégalais, qui faisait partie du spectacle. Et tous les morceaux étaient accompagnés, puisque notamment Ella et d'autres, il y avait beaucoup de cuivre, par les Phoenix Horns, donc voilà, exactement, et arrangé par Steve Madaio. Et alors, France, ce succès faramineux passé, et maman de 2 enfants, désormais, décide d'arrêter sa carrière. Au sommet. En disant, je ne veux pas être une vieille chanteuse. Ni faire l'album de trop. Voilà. Et ça a beaucoup blessé et déçu Michel, pour la raison que j'invoquais précédemment. C'est que, même si lui avait quand même un certain succès avec ses propres disques, ben, chaque fois, tous les messages qu'il voulait faire passer, ben, via France, c'était x10, x20. Ouais. Ça fait 6 ans qu'elle nous a quittés. Elle n'était pas très vieille, elle avait 70 ans, je crois. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, en 2024, de France Gall dans l'inconscient collectif français, à ton avis? Sans doute, autour d'elle, de Michel Berger, de Daniel Balavoine, de Jean-Jacques Goldman, ce que beaucoup considèrent comme les années bonheur. C'est-à-dire, c'était des années à la fois d'une certaine insouciance, mais une insouciance avec une conscience, justement, humanitaire, sociale, etc., qui est quelque chose qui a totalement disparu aujourd'hui. Puis surtout, il reste une musique qui, à la fois, sur les ballades, était très identitaire, touchait directement le cœur, notamment des femmes, hein, puisque France chantait des textes de Michel, c'était vraiment de la métathèse sexuelle parfaitement réussie, parce que Michel était capable d'écrire en se mettant voilà, hein, dans la tête et dans le cœur, hein, de jeunes femmes. Shakespeare faisait ça très bien aussi, hein, très différemment. Mais aussi ces morceaux rapides, c'était des morceaux très gais, très joyeux, très dansants, donc... je pense que c'est ce qui reste de ça, et puis surtout que c'était une artiste vraie, naturelle, voilà, directe, très sympa. Elle vous prenait pas de haut. France Gall, je veux dire, c'était pas une star comme les rappeuses aujourd'hui. C'était quelqu'un, non mais on avait l'impression que c'était un peu la fille d'à côté. Je veux dire, elle était sympa, elle s'habillait cool. Voilà, donc c'est une nostalgie. Une star, mais sans le strass. Et voilà, ainsi se termine le Rewind sur France Gall. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page sonvideo.com, à liker cette page. Si vous avez un album de France Gall que vous auriez aimé voir dans la sélection des 5, mais qui n'y est pas, ben faites-nous le savoir. Et puis, pour ceux qui apprécient Yves Bigot, qui est un sacré journaliste, la ressortie récente, il faut le dire, de Plus célèbre que le Christ, volume 1, c'est 50 portraits interviews d'histoire du rock. Alors, il n'y a pas France Gall, parce que là, on est chez les anglo-saxons, mais oui. Il y a Lou Reed, il y a les Doors, il y a Miles Davis, il y a Dylan, évidemment. Il y a tout le monde, ou presque. Ouais, il n'y a pas Elvis, ouais. Et que je n'ai pas rencontré. Il n'y a pas Jimi Hendrix non plus. Ouais. C'est les deux seuls manquants. En tout cas, merci beaucoup Yves pour cette passionnante séquence. Merci à toi Olivier. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Rewind. D'ici là, salut.